Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un scandale retentissant qui a éclaté à la cour de Versailles à la veille de la Révolution française. Connue sous le nom d'affaire du collier de la reine, cette escroquerie audacieuse, mise en scène en 1784-1785, mêle intrigues de cour, fausses identités et un collier de diamants hors de prix. L'affaire implique la reine Marie-Antoinette, dont nous avons parlé la semaine dernière, bien qu'elle n'y ait pris aucune part, et aboutit à un procès retentissant qui va discréditer durablement la monarchie aux yeux de l'opinion publique. Il s'agit d'une histoire où se croisent une reine en quête de respectabilité, un cardinal avide de reconnaissance et des aventuriers prêts à tout pour s'enrichir. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Le libelle, c'est un court texte, souvent anonyme, qui critique violemment une personne ou une institution, généralement de façon diffamatoire. Une supplique, c'est une demande faite avec insistance et humilité, souvent pour obtenir une faveur. Occulte, c'est un adjectif qui relève du mystère, du secret ou des pratiques ésotériques. La déchéance, c'est la perte d'un droit, d'un rang ou d'un honneur. Entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par parler du contexte politique et social. Dans les années 1780, la France est au bord de la faillite. Les finances royales sont épuisées, notamment à cause des guerres menées au cours du siècle, dont le soutien apporté à l'indépendance américaine. Le peuple souffre de la hausse du prix du pain, des impôts accablants et d'un profond sentiment d'injustice sociale. La reine Marie-Antoinette devient la cible privilégiée des pamphlets anonymes et des libelles violents qui l'accusent d'être une dépensière irresponsable. Elle est surnommée Madame Déficit et dans les rues de Paris, les caricatures la montrent entourée de bijoux et de robes somptueuses pendant que les pauvres crient famine. Si vous avez écouté l'épisode 118 du podcast, vous connaissez bien les sentiments du peuple envers la reine. Symbole de cette opulence indécente, un collier de diamants de 2800 carats, soit 674 pierres précieuses, obsède depuis des années les joailliers de la couronne, Beaumère et Bassange. Conçu pour Madame du Barry, favorite du défunt Louis XV, il n'a jamais été offert. Louis XV mourut avant de finaliser l'achat et Marie-Antoinette refusa de l'acquérir, malgré les suppliques des joailliers. Elle aurait estimé que cet argent serait mieux employé à financer un navire de guerre au moment où la France soutenait les insurgents américains. Mais le contexte est explosif. La société française est travaillée par les tensions économiques, les inégalités criantes et les attaques incessantes contre la famille royale. Dans un climat où les rumeurs deviennent des vérités, l'affaire du collier trouve un terrain fertile pour scandaliser et indigner.
Qui sont exactement les protagonistes? Marie-Antoinette, bien sûr. Reine de France depuis 1774, elle aspire à redorer une image déjà fortement écornée. Les dépenses somptueuses de sa jeunesse et son goût pour les fêtes lui ont valu une réputation de frivolité. Bien qu'elle ait tenté de se montrer plus discrète avec le temps, le public continue de voir en elle une étrangère, insouciante et hautaine. Louis de Rohan, cardinal et grand aumônier de France, appartient à l'une des plus grandes puissantes familles nobles. Il est en disgrâce depuis des années à Versailles, car la reine refuse tout contact avec lui. Lors de son ambassade à Vienne en 1773, ses manières et ses propos irrévérencieux ont profondément choqué l'impératrice Marie-Thérèse, mère de la reine. Humilié, il cherche par tous les moyens à regagner les faveurs de Marie-Antoinette. Jeanne de Valois-Saint-Rémy, épouse La Motte, descendante illégitime des Valois, a grandi dans la pauvreté. Intelligente, ambitieuse et sans scrupules, elle rêve de briller à la cour. Se présentant comme l'amie intime de la reine, elle orchestre l'escroquerie avec une ingéniosité redoutable. Joseph Balsamo, plus connu sous le nom de comte de Cagliostro, est un aventurier italien et mage autoproclamé, dont les talents occultes fascinent l'aristocratie. Il devient le conseiller mystique de Jeanne et joue un rôle dans la manipulation du cardinal. Que se passe-t-il exactement? Alors, Jeanne de La Motte réussit à convaincre le cardinal Rohan qu'elle est l'intermédiaire de la reine. Elle entretient une fausse correspondance entre eux, dans laquelle la reine fictive demande de l'aide au cardinal pour différentes œuvres. Dans la nuit du 11 août 1784, Jeanne organise une rencontre clandestine au bosquet de Vénus, à Versailles. Une prostituée, Nicole d'Oliva, déguisée en reine, remet une rose à Rohan et murmure quelques mots préparés par Jeanne. Le cardinal, bouleversé, est convaincu d'avoir été réintégré dans les grâces royales. Forte de cette réussite, Jeanne annonce que la reine souhaite acheter le collier de Beaumère et Bassange de manière discrète. En janvier 1785, Rohan reçoit une lettre signée Marie-Antoinette de France, lui demandant d'agir en tant qu'intermédiaire. Le cardinal, flatté, y voit l'occasion de sceller sa réhabilitation à la cour. Cagliostro, lors d'une séance ésotérique, le conforte dans cette illusion en lui annonçant une grande destinée. Le 1er février, Rohan remet au joaillier les garanties de paiement et reçoit le collier, qu'il remet à Jeanne dans un appartement proche de la cour. Un complice déguisé en valet royal se charge de le transmettre à la reine. Mais une fois le cardinal parti, les escrocs démontent le bijou et vendent les pierres à travers l'Europe, notamment à Londres. Les semaines passent, le premier remboursement n'arrive pas. Le collier n'est vu nulle part. Pressée de questions, Jeanne invente des excuses. La reine attend une occasion spéciale pour le porter, ou l'a envoyé à Constantinople. Finalement, les joailliers, inquiets, se confient à Madame Campan. Marie-Antoinette apprend la nouvelle et s'indigne. Elle n'a jamais entendu parler de cet achat. Louis XVI ordonne une enquête immédiate. Le 15 août 1785, jour de l'Assomption, alors que Rohan s'apprête à officier pour la messe royale, il est convoqué dans le cabinet du roi. En présence de la reine, Louis XVI l'interroge sèchement. Marie-Antoinette, furieuse, lui lance
Comment avez-vous pu croire que moi, qui ne vous ai pas adressé la parole depuis 10 ans, j'aurais pu m'adresser à vous pour une affaire de cette nature? Rohan est arrêté sur le champ, devant toute la cour. La scène provoque un scandale sans précédent. Louis XVI décide de laisser le Parlement de Paris juger l'affaire. Le procès s'ouvre en mai 1786. Il passionne l'opinion publique. Rohan est défendu comme une victime de la ruse. La reine est ralliée dans des pamphlets anonymes. Le 31 mai, le verdict tombe. Le cardinal est acquitté, ayant été reconnu crédule, mais non coupable. Jeanne de La Motte est condamnée à être fouettée, marquée au fer rouge d'un V pour voleuse et enfermée à vie à la salpêtrière. Son mari, en fuite, est condamné aux galères. Cagliostro expulsé, Nicole d'Oliva relâchée. Marie-Antoinette, bien qu'innocente, est publiquement humiliée. Le verdict semble dire que l'on pouvait croire plausible qu'elle manigance en secret un achat aussi somptueux. L'opinion se déchaîne. Louis XVI exile Rohan dans une abbaye, mais cela ne suffit pas à redorer l'image royale. Insistons maintenant sur les conséquences. La presse satirique s'en donne à cœur joie. Les libelles se multiplient, accusant la reine d'avoir eu une liaison avec Rohan. En 1787, Jeanne s'évade et publie des mémoires à Londres où elle affirme que Marie-Antoinette était complice. Ces accusations, bien que sans fondement, rencontrent un public avide de scandales. La monarchie est discréditée. L'affaire révèle les fractures entre la noblesse et la couronne, entre le peuple et ses dirigeants. Goethe, témoin de l'époque, écrira « Cet événement me remplit d'épouvante, comme l'aurait fait la tête de Méduse. » Pour lui, cette affaire marque la fin de la dignité royale. Elle est le prélude à la Révolution. En conclusion, l'affaire du collier dépasse le cadre du fait divers. Elle concentre les tensions sociales, les rivalités de la cour, la haine envers la reine et le pouvoir destructeur des rumeurs. La réputation de Marie-Antoinette, déjà fragile, s'écroule. Le peuple l'aperçoit comme manipulatrice, corrompue. Cette affaire, devenue légendaire, sera utilisée par les révolutionnaires pour alimenter la colère populaire. Elle incarne les derniers soubresauts d'un régime condamné. 4 ans plus tard, la Révolution emportera la monarchie. Et, dans l'imaginaire collectif, le collier restera le bijou maudit qui a précipité la chute des Bourbons. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Je vous rappelle que si vous voulez bénéficier de la transcription et d'autres activités, vous pouvez vous inscrire à l'Expresso Curieux ou au Cappuccino Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.